Et on va commencer par Philippe Torreton pour effectivement un texte qu'il a publié. Oui, le comédien qui publie ce texte intitulé « Je suis juif », un texte publié sur LinkedIn hier. Il condamne la recrudescence des actes antisémites en France depuis les attaques du Hamas le 7 octobre et le manque de réaction en France. Voilà ce qu'il dit: je cherche et je ne vois rien. Pas de pancarte, pas de slogan rassembleur, pas de cortèges immenses, de mots d'ordre, pas de concert, rien ou si peu. Le coup de gueule de Philippe Torreton. Oui, et c'est vrai que c'est assez rare. Chez les artistes, surtout, on leur a plutôt reproché justement de ne pas intervenir et dans les médias et sur les réseaux sociaux en faveur, on va dire, de l'État d'Israël. Pas forcément en faveur du gouvernement, c'est d'ailleurs ce que précise bien Torreton dans son texte, mais pour rappeler aussi que ce conflit, et je cite Torreton, ce conflit dure depuis décennies et il n'est pas, loin s'en faut, le pire conflit sur la carte du monde, c'est ce que dit Torreton. Partout en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, sévissent des combats incessants traversant les générations, parfois bien plus dévastateurs que ce conflit israélo-palestinien. Des musulmans sont en d'autres endroits attaqués, massacrés, sans soulever aucune indignation chez nous comme ailleurs, sans marche solidaire, sans convoi humanitaire, sans meeting, sans concert. Rien. Ailleurs, le musulman peut crever en silence, c'est ce qu'écrit Torreton, mais en Palestine, lorsqu'un enchaînement de violences tue un Palestinien, c'est un scandale qu'il faut dénoncer immédiatement dans les salles de spectacle, sur le plateau des JT ou jusqu'à l'Assemblée nationale. Israël, et il termine ainsi, Israël est un État juif et c'est dans cette courte phrase le seul mot qui ne passe pas pour nombre de leaders d'opinion français. C'est le mot juif. La victime innocente n'a pas de pays, pas de religion, dit-il, pas de parti politique. C'est un texte absolument magnifique de Philippe Torreton. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un, je sais pas l'impression, c'est la réalité. C'est un acteur, c'est un homme public qui n'a jamais porté sa judaïté en bandoulière. C'est-à-dire que ce n'est pas un leader de la communauté juive. C'est vraiment parce que c'est très grave qu'il a commencé à parler. Non, mais je suis même pas sûre. Mais non, là, en tant que juif, il s'exprime pour la première fois en tant que juif et non pas en tant qu'artiste, parce qu'il se sent menacé, parce que c'est dire la gravité des... Je ne suis même pas sûr qu'il soit juif. Il n'est pas juif. Je ne crois pas, monsieur. Pardon, Frédéric. Moi, j'ai eu le sentiment... Mais non, il dit je suis juif, comme on a dit nous sommes Charlie, et donc voilà. Mais donc il n'est pas juif. Non, ce qui est remarquable parce que il avait déjà tweeté. Je suis juif, ça veut dire. Oui, je suis juif. En tout cas, je l'ai lu. Non, mais comme si il parlait. J'ai presque envie de vous dire peu importe. Mais peu importe. C'est fort. Non, mais ce qu'il y a de très important aussi, c'est qu'il remet aussi les pendules à l'heure quant à la réalité du Hamas, où il dit bien que les Palestiniens souffrent du joug du Hamas. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de très fort parce qu'il ne renvoie pas dos à dos, il nomme les choses. Et effectivement, dans le milieu qui est le sien, c'est absolument courageux. Et surtout, on aimerait on aimerait qu'il soit suivi beaucoup plus. C'est vraiment là, il faut lui tirer, parce que je ne m'attendais pas à cela de lui. Je dois être. Il est souvent courageux. Je me souviens qu'à une époque où tout le monde encensait Gérard Depardieu, il avait fait un texte très très difficile où il dénonçait les agissements de Depardieu et il s'est fait. Non, mais il s'est fait taper dessus à l'époque. C'était mais c'était une forme de courage aussi parce que ce n'était pas dans le politiquement correct. Louison. Le fait que vous ayez pensé qu'il était juif pour parler des juifs est déjà effectivement pas le problème. Ce qui est très fort dans son texte, c'est qu'il dit bien que le mot qui choque, qui coince, c'est juif. Et donc je pense à cette phrase que j'aime beaucoup de Frantz Fanon, écrivain martiniquais. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. On l'a rappelé cette phrase dès hier. Elle marche à chaque fois de Frantz Fanon. Vous avez absolument raison. D'ailleurs, le texte de Torreton rejoint un texte, et plus qu'un texte, même peut-être on va voir ce monsieur qui est suédois, mais d'origine yéménite, qui s'appelle Youay Hamed, et qui lui aussi a laissé un message, on va dire, du même contenu hier, qui rejoint celui de Torreton. Il s'adresse aux pays arabes. Il dit: mais où étiez-vous au cours de la dernière décennie, lorsque l'Arabie saoudite, soutenu par 8 pays arabes, a tué 400 000 Yéménites. Et il donne différents exemples. Des centaines de milliers d'Arabes en Syrie, en Libye ont été tués. Il dit: mais où étiez-vous? Mais quand 7 000 Arabes sont tués par des Juifs qui défendent leur droit à l'existence, vous vous révoltez, vous vous fâchez, vous prenez d'assaut les rues à l'est et à l'ouest, vous brandissez le drapeau palestinien, vous condamnez la terreur, vous appelez au cessez-le-feu.
Pourquoi donc dans un cas et pas dans l'autre? C'est exactement ce que dit aussi Toretton. Bienvenue Raquel Garrido sur ce plateau. On vous attendait parce que j'imagine que vous avez... Tout à l'heure, on parlera évidemment de la France Insoumise, on parlera évidemment de votre situation au sein de ce parti. Vous êtes député, je le rappelle, mais vous avez lu forcément le texte de Toretton. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors celui de Toretton, je ne l'ai pas lu, mais celui que vous venez de lire, je l'avais observé et je trouve malsain de reprocher à quelqu'un de ne pas se mobiliser à tous les coups. En réalité, personne d'entre nous ne se mobilise à tous les coups. Il se passe un tas de choses horribles. Par exemple, dans le cas de la guerre de l'Arabie Saoudite contre le Yémen, effectivement, c'est un drame avec des famines, des millions d'enfants qui ont été jetés dans la famine. C'est nous, la France, quand même, qui avons armé l'Arabie Saoudite pour un certain nombre d'armes dans ce conflit-là. Comme tout le monde. Pourtant, comment ça, comme tout le monde? Tout le monde. Enfin, tout le monde vend des armes à tout le monde, de toute façon. Donc, non, c'est pas très précis comme remarque. Là. Voilà, je pense que nous, les citoyens français, on a notre mot à dire sur le fait de savoir si la France respecte les traités internationaux. Nous ne sommes pas censés vendre des armes qui ensuite conduisent à des massacres de populations civiles. Ça fait partie des règles de droit international auxquelles nous nous astreignons. Mais effectivement, il n'y a pas eu... Et à part quelques députés, notamment insoumis, qui ont soulevé ceci à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu des grandes mobilisations citoyennes. Je vous entends, mais justement, quand même, c'est ce que dénonce et Toretton et effectivement ce monsieur suédois d'origine yéménite, c'est de dire, mais alors pourquoi... Parlons de la France. Pourquoi en France, des jeunes musulmans vont d'un seul coup se sentir concernés par, au fond, un conflit qui ne l'aurait pas directement attaché, ce conflit israélo-palestinien, plus que effectivement le Yémen, la Syrie, la Libye. Est-ce que c'est pas uniquement, c'est ça qu'ils nous disent? Parce qu'il s'agit des Juifs. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes certain que les citoyens français sont interpellés en tant que musulmans? Est-ce que ce n'est pas... Pourquoi vous dites ça? C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous invite... Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, les Français, dans leur écrasante majorité, considèrent qu'une victime civile palestinienne, c'est la même chose qu'une victime civile israélienne. Mais tout le monde, on est d'accord. On est d'accord. Bon sang. Mais pourquoi vous énervez, madame? Mais parce que vous avez entendu Emmanuel Macron qui vient à la face du monde déclarer cela. Mais tout le monde est d'accord. Et Israël, le premier, une vie égale une vie. Ce n'est pas ça qui a été dit par le gouvernement de Netanyahou. Il faut reconnaître que ce n'est pas la position actuelle du gouvernement israélien, madame. Mais non! Alors, si on est tous d'accord pour dire ça... Oui, on est tous d'accord, et Israël aussi. Eh bien, dans ce cas-là, il faut accepter que ce qui mobilise chacun quand le jour on va à une manifestation, et j'invite d'ailleurs largement, et je vous invite à venir le samedi manifester pour la paix en Israël et Palestine, parce que plus de Français nous seront dans la rue, peut-être plus de chances nous avons que bon, je pense qu'on le va en parler président ensuite. Macron on n'appelle pas nous tous au cessez-le-feu, c'est tout. Alors, votre manifestation, c'est bien pour appeler au cessez-le-feu. Donc, dans ce Israël cas, a le droit de se défendre. Dans ce cas, si vous considérez qu'il ne faut pas cesser le feu, dans ce cas, je suis navrée de vous dire que votre raisonnement conduit à considérer que certaines victimes civiles... Mais une guerre fait nécessairement des victimes, c'est fatal. Donc, c'est bien ce que je dis, c'est que vous considérez que certaines victimes civiles... sont obligatoirement à tuer. Et là, je ne peux pas vous suivre et je pense que la majorité des Français ne vous suivent pas. L'ONU parle d'un risque de génocide en ce moment à Gaza. Ce sont les termes employés par l'ONU. Mais non, on sait ce que c'est, justement, on sait ce que c'est qu'un génocide. Un génocide, c'est la volonté d'éliminer un peuple. Il n'y a pas de volonté d'éliminer un peuple. Il y a la volonté d'atteindre le Hamas. C'est autre chose. D'éliminer un groupe terroriste. Mais oui. Alors on y reviendra, vous le savez tout à l'heure, puisque Raquel Garrido reste avec nous jusqu'à 21h. On est un peu allé vite sur ce sujet, ce débat qui tout de suite crée des étincelles, évidemment, mais on y reviendra puisque on va rester ensemble pendant plus de 30 minutes, mais on va continuer à regarder les visages de notre trombinoscope. Vous n'êtes pas obligé de réagir à tout, je vous rassure, Raquel Garrido. Encore que le prochain visage va peut-être vous faire réagir. C'est celui d'Anne Hidalgo. Voilà, la maire de Paris qui est en ce moment en Polynésie française, un voyage présenté comme officiel par son entourage qu'elle a prolongé ensuite pour des vacances et qui lui attire
attire les foudres de son opposition de droite qui critique son bilan carbone et, je cite, sa vadrouille aux frais des Parisiens. Alors oui, je trouve qu'ils sont un peu durs. Pour une fois, je vais défendre Anne Hidalgo. Mais oui, parce que on aime bien taper sur Anne Hidalgo. Il faut quand même dire les choses, c'est devenu une ambulance sur laquelle tout le monde tire. Elle le cherche bien quand même. Je devrais même dire un taxi sur lequel tout le monde tire, parce qu'on ne peut pas monter dans un taxi à Paris ou dans un Uber sans que quelqu'un vous dise « Ah, Anne Hidalgo, Anne Hidalgo ». Alors, même si vous n'avez pas envie de la défendre, vous finissez par la défendre, parce que quand même, il y a un moment donné, il faut se calmer. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de prendre quand même 3 semaines de vacances? En plus, finalement, elle devait aller là-bas. Là où je rejoins peut-être l'opposition municipale, c'est que, effectivement, je suis pas certain que ce soit une experte en termes de plage de surf pour savoir si le surf peut se passer là-bas pour la prochaine compétition olympique. Qu'est-ce que vous dites? Elle n'est pas toute seule là-bas, avec son adjoint justement au JO, elle est entourée. Merci, vous tombez dans mon piège. Pour les vacances, c'est bien d'être avec plusieurs. Vous tombez dans mon piège parce que là, pour le coup, c'était un argument pour la défendre. Parce que croyez-moi, si moi je vais en vacances, je pars pas avec mes adjoints. Vous connaissez pas son adjoint. C'est plus des vacances du tout, vous voyez. Excusez-moi, mais enfin, il y a des ingénieurs pour... Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a les compétitions de surf des Jeux Olympiques de Paris vont se dérouler là-bas. Franchement, la ficelle est un peu grosse. Est-ce que Anne Hidalgo a besoin d'aller vérifier que tout va bien dans la préparation des plages et de la flotte là pour la compétition? Peut-être qu'à Tahiti, et puis en plus, et comme par hasard, juste à côté, il y a des vacances. Voilà, non, c'est pas comme par hasard. Il y a pour ça qu'elle dit, puisque je suis sur place, je vais prolonger mes vacances. Il y a des compétitions dans d'autres villes de France. Pourquoi il n'y est pas allé? Moi, je suis d'accord avec Laurent. Franchement, il y en a assez d'épiers comme ça, tout ce que font nos politiques. Avec notre argent, oui, il faut écrire. En revanche, bon, il est vrai qu'elle serait peut-être la première à dénoncer tel ou tel. Donc, que ça se retourne contre elle, d'accord. Mais en revanche, moi, j'aimerais qu'on ne soit pas non plus à les traquer en permanence. Mais si, c'est notre argent. C'est de l'argent public. On est en droit de se poser la question pourquoi Anne Hidalgo va à Tahiti et pourquoi elle passe tant de temps là-bas. Louison. D'abord, il faudrait vérifier que c'est de l'argent public. Ça se trouve, c'est le CIO qui a payé ce déplacement, d'abord. Ah bon? Faut vérifier. Ah bon, faut vérifier? Ah bah oui, il faut vérifier avant d'accuser. C'est toujours mieux. Oui, après, une fois qu'on est si loin, rester une semaine de plus pour que son bilan carbone soit un peu moins cata. Oui, mais le bilan carbone, c'est le même. Je suis désolé. Et en plus de ça, Anne Hidalgo se déplace en vélo le reste de l'année. Oui, t'inquiète pas, il va falloir en faire des tours de vélo dans Paris pour compenser le bilan carbone. Et surtout beaucoup de pédalos pour rentrer. Ouais, voilà. On va passer au visage suivant. Je vous interroge pas sur cette affaire que vous trouvez ridicule, j'imagine. Non, je pense que c'est important de s'occuper des deniers publics. Cependant, ce que j'aurais à reprocher moi à Anne Hidalgo, c'est qu'elle est quand même dans probablement la ville la plus riche du pays, avec peut-être Neuilly, enfin voilà, certaines villes de l'ouest des Hauts-de-France. Et à l'inverse, je trouve qu'elle n'en fait pas assez pour aller chercher l'argent là où il est, dans les grandes entreprises. J'ai l'impression que, en fait, le vrai maire de Paris, c'est LVMH. Et j'ai l'impression qu'elle ne fait rien pour que les gros partagent avec les petits. Il y a encore trop de gens dans la rue à Paris, trop de misère, trop de Parisiens qui souffrent, qui payent pas. Et trop de dettes. Et trop de dettes aussi à Paris. Non, pas forcément. Paris, Mais pour investir dans des infrastructures publiques, c'est pas une difficulté. Paris a des moyens et moi je trouve qu'Anne Hidalgo était peut-être un petit peu timide pour aller chercher l'argent là où il est. Bon, écoutez, elle va rentrer, vous lui direz. Et on passe au troisième visage, celui de quelqu'un qu'on connaît pas encore très très bien d'ailleurs, le ministre du Logement. Il s'appelle Patrice Vergrit. Vergrit, ministre chargé du logement, donc parce que la trêve hivernale a commencé hier, Laurent. Oui, exactement. On ne peut plus expulser qui que ce soit jusqu'au printemps prochain, et c'est tant mieux évidemment pendant cette trêve hivernale. Mais il y a un deuxième sujet qui concerne Patrice Vergrit, parce qu'avant d'être ministre du Logement dans ce gouvernement, il a été aussi maire de Dunkerque. Maintenant, il est maire adjoint parce qu'il est ministre. Mais en tant que maire de Dunkerque, on parlait de Paris et parfois de la circulation difficile qui est reprochée à Anne Hidalgo. Eh bien, lui, à Dunkerque, il a rendu les transports en commun gratuits. Et ça fait 5 ans que ça existe à Dunkerque. Il y a un bilan, aujourd'hui c'était dans le journal La Croix, un bilan tiré sur le fait que depuis 5 ans, les transports en commun soient gratuits là-bas. Et quand même, quand les politiques font quelque chose de bien, je trouve qu'il faut le signaler parce que c'est quand même une initiative rare. Quelques villes, depuis, vont essayer de faire, enfin, ont annoncé qu'elles allaient faire la même chose. Mais les transports gratuits dans une ville aussi grande que Dunkerque, c'est assez rare. Oui, je connais bien Dunkerque, bien entendu, c'est ma région, ça marche. Il faut reconnaître que ça marche, que beaucoup de gens ont laissé la voiture. Après, c'est Dunkerque et puis les petites villes autour, etc. Et ce sont des bus. Hein. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça marche vraiment. C'est-à-dire que l'offre de gratuité va en même temps avec des bus qui arrivent à l'heure. Parce que c'est pas, désolé de reparler de Paris, à Paris, c'est un drame quand on essaie de prendre le bus, on sait jamais quand il va arriver. Donc, oui, ça marche et ça prouve que quand on offre
un service qui fonctionne, un service public qui fonctionne, eh ben les gens sont prêts à l'accepter. On passe au visage suivant, celui d'un écrivain, Kevin Lambert. Oui, le Canadien qui a remporté cette semaine le prix Décembre avec son roman Que notre joie demeure, une fiction sur la chute d'une architecte accusée de chasser les pauvres de Montréal. Alors ce n'est pas tant le sujet du roman que je n'ai pas lu, c'est plutôt la polémique qu'il y a eu autour de lui, qui ne l'a pas empêché d'ailleurs d'avoir ce prix, Kevin Lambert. Il est de Montréal et c'est un écrivain qui, il faut le dire, pour que son roman fasse un peu parler, a révélé, je ne sais pas si c'est lui d'ailleurs ou son éditeur, mais a révélé qu'il avait eu affaire à ce qu'on appelle, et j'ai toujours du mal avec ce terme, comment vous dites? Sensitivity readers. Voilà, sensitivity readers. C'est-à-dire que ça se fait maintenant, on fait relire son livre par quelqu'un qui va dire attention, là c'est pas bien, c'est pas... Ça risque d'offenser telle minorité. C'est discriminatoire, là il y a une minorité qui va pas être contente, voilà. Là il faut changer ceci, là il faut changer cela. Et ça avait créé une polémique parce qu'il y a Nicolas Mathieu, qui est un écrivain qui a eu le prix Goncourt en 2018, c'était il y a 5 ans maintenant, avec leurs enfants après eux. Il a fait un autre succès l'année dernière avec Connemara, voilà. Cet écrivain avait dit mais c'est pas possible, les écrivains doivent écrire eux-mêmes ce qu'ils veulent sans avoir quelqu'un qui va surveiller effectivement les phrases écrites à propos de telle ou telle minorité. D'accord, pas d'accord? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Mathieu. Et surtout, comme vous l'avez dit, Laurent, c'est que ça n'a pas empêché d'avoir un prix. C'est cela qui devrait l'empêcher. En France, des écrivains de cette nature ne doivent pas être distingués. Mais si le livre est très bon. Ah, mais c'est pas de ChatGPT quand même, je veux dire, il a écrit son livre. Après qu'il ait pu, il s'en est expliqué, hein, il dit, bah, écoutez, voilà, j'ai un personnage dans mon roman qui est une jeune femme haïtienne, je ne connais pas exactement les conditions de... il prend un autre sujet. Mais non, mais il travaille avant. Mais il travaille avant. Oui, il travaille avant. Il s'informe, mais il ne soumet pas à une censure qui va lui dire... Parce que c'est pas simplement pour avoir des connaissances, c'est pour dire, ah non, ça, le lecteur risque d'être affecté. Regardez le roman de Conrad qui a été réécrit au moment du passage en poche, qui a changé de titre précisément. Dans un premier temps, j'étais plutôt d'accord avec Nicolas Mathieu, mais j'ai lu sa défense à ce garçon, Kevin Lambert, qui vient d'avoir le prix Décembre. Il dit la fiction a charrié pendant des années de nombreux stéréotypes grossiers sur les personnages minoritaires, qu'ils soient homosexuels, féminins, juifs, non blancs. On ne connaît pas forcément ce qu'ils pensent. Parfois, c'est bien aussi de les interroger. Non, mais ça, c'est absolument faux. Il faut se défaire de cette idée que la littérature véhicule quelques stéréotypes qui soient. Mais les romanciers, justement, je prenais l'exemple de Joseph Conrad, mais c'est un immense romancier. Et qu'est-ce qui fait la grandeur d'un romancier? C'est précisément d'être capable de se déplacer en imagination dans une autre manière de concevoir les choses. Donc, il est absolument faux de dire que la littérature, depuis des siècles, véhicule des stéréotypes sur les femmes. Louison, très rapidement. J'avais fait toujours rapide, Louison. Alors, je vous fais confiance. Non, mais je m'étonne, Bérénice, parce que je vous ai entendu sur d'autres sujets défendre l'œuvre par rapport à l'artiste. Là, l'œuvre est primée, donc on n'a rien à dire. Si l'œuvre dépasse sa création... C'est la méthode. Ça crée un précédent très grave. Le fait qu'il y ait un prix. Non, si l'œuvre à la fin, elle est bien, point. Elle est passée par la censure. Ils n'ont pas... Non, mais je suis d'accord avec Louison. La seule chose, c'est que je soupçonne quand même le jury de distinguer ce prix précisément parce qu'il s'est soumis à quelques critères. Il y a quand même des gens bien dans le jury, Amélie Nothomb, Arnaud Vivian, Chloé Delaube, Christophe Honoré. On ne va pas les soupçonner. Il a eu le prix, tant mieux pour lui, un des premiers prix littéraires de cette rentrée avant le Goncourt la semaine prochaine. C'est le prix Décembre, qui s'appelait le prix Novembre d'ailleurs à une époque. Mais en tout cas, Kevin Lambert, avec Que notre joie demeure, a eu le prix, tant mieux pour lui.